Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on se retrouve avec l'ordinateur, puisque c'est la vidéo foire aux questions, FAQ. Je vous avais demandé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, je sais plus, il y a peut-être 2, 3, non c'était même en 2017 je crois, c'était il y a 4 mois, 3-4 mois, je vous avais demandé sous une vidéo de me poser des questions, si vous aviez des questions sur divers sujets, et également sur Facebook, sur la page Facebook, donc j'ai repris pas toutes les questions parce qu'il y a des questions que je vais traiter en vidéo, mais des questions on va dire un petit peu générales ou des questions sur des vidéos que j'ai faites et des choses que vous n'avez pas forcément bien compris ou que certains en tout cas n'ont pas forcément bien compris. Donc on y va, c'est parti. Donc la première question c'est Soso81 qui me pose la question. Quelle est la différence entre la kinésithérapie, la méthode Niromaté et la micro-kiné? Pour répondre à cette question, déjà il faut définir un petit peu ce que sont ces thérapies. Donc la kinésithérapie, ça va être une thérapie que je pense a priori vous devriez tous connaître. C'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame un peu entre l'ostéopathie et la kinésithérapie parce que le point commun en fait entre les deux, c'est que les deux vont utiliser les mains pour soigner. Et encore en kiné, ils ont encore d'autres appareils, ils ont tout un tas d'appareillage pour justement aider, que ce soit à la rééducation ou au massage ou à d'autres choses. Donc en fait en kiné, ils vont déjà agir sur prescription, même s'ils vont être libres de choisir la thérapeutique, ils agissent sur prescription. Et ensuite ils peuvent tout aussi bien faire un travail très local, très localisé, comme un travail très global de posture ou d'autres choses. Mais c'est quand même relativement axé sur la rééducation et avec des techniques qui leur sont entre guillemets un peu propres, notamment le massage qui fait partie de l'arsenal des kinés. La méthode Niromaté, alors la méthode Niromaté, c'est une méthode qui a été mise au point, enfin en tout cas mise au point. C'est une compilation de techniques, on va dire ancestrales. C'est des techniques qu'on appelait avant du crochetage, c'est des techniques en fait à réflexe, des techniques réflexes cutanées, c'est-à-dire ils vont prendre appui avec une main d'un côté et avec l'autre main ils vont venir faire des stimulations de certaines zones, que ce soit sur le dos, sur le main, enfin sur tout le corps. Et le but en fait ça va être de renvoyer une information au système nerveux pour faire céder la douleur. En fait, c'est vraiment des techniques réflexes. Il y a la méthode Monéron aussi qui fonctionne un peu sur le même principe. Il y a tout un tas de méthodes qui fonctionnent comme ça, mais c'est vrai que la méthode Niromaté fait parler d'elle parce que c'est quand même pas mal efficace. Même si c'est vrai que le protocole est assez carré. Et enfin, la micro-kiné. Alors, la micro-kiné, je pourrais pas trop en parler. J'ai déjà rencontré des kinés ou même des ostéos qui font de la micro-kiné. Alors, le terme n'est pas forcément bien choisi parce que, pareil, ça renvoie à de la kinésithérapie, même si ça n'a plus trop grand chose à voir avec de la kinésithérapie. Donc je vais pas me lancer dans des explications parce que je suis pas non plus un pro là-dedans. Donc je vous invite directement à aller sur le site. Il me semble que celui qui a créé ça, il s'appelle Benini, c'est son nom de famille, Benini. Donc je pense que si vous tapez micro-kiné Benini, vous devriez tomber sur un site internet qui vous explique ce que c'est exactement la micro-kiné. Ça va être un mélange, si vous voulez, d'écoute tissulaire mêlé avec de la thérapie manuelle. Ça se rapprocherait un petit peu plus de l'ostéopathie dans l'approche et dans le concept, si vous voulez, mais ça reste quand même assez différent. Mais je vous invite quand même à aller voir sur le site de ceux qui ont pondu cette micro-kiné pour en savoir plus. Ça devient compliqué maintenant quand même, parce que avant il y avait l'ostéopathie et la kiné, maintenant il y a la méthode Niromaté, il y a la biokinergie, la micro-kiné, et puis tout te propose des choses différentes. Donc c'est vrai que c'est pas simple quand même pour des patients de s'y retrouver, surtout que tout le monde veut réinventer l'eau chaude, donc c'est pas simple je trouve quand même en tant que patient, même en tant que thérapeute, de voir toutes ces nouvelles thérapies, et bien que certaines sont pas nouvelles, il y en a beaucoup qui veulent réinventer l'eau chaude, mais ça c'est un autre débat. Alors, deuxième question. Alors c'est Byflow Création qui me demande quelle est ta formation. Je suppose que ce n'est pas que l'ostéo. Eh bien si. Eh bien si, Byflow Création, c'est ton pseudo, mais si, alors bon, ma formation de base,
c'est une formation d'ostéopathie, donc une formation que j'ai faite en 5 ans à l'école de Béziers, donc pas loin de Montpellier, à un petit peu moins d'une heure de Montpellier. Et évidemment derrière je me suis formé à d'autres choses, je me suis formé en communication, je me suis formé dans un truc qui n'a rien à voir d'ailleurs, en création de sites internet, parce que voilà, j'ai créé mon site, enfin mes 2 sites internet, donc le site des ateliers santé et mon site pro de Julien Moreno, ostéopathe déo. J'ai fait des formations également en énergétique, en Reiki. J'ai fait des formations en ostéopathie tissulaire, j'ai fait des formations en ostéopathie du sport, j'ai fait des formations en ostéopathie pédiatrique. Alors enfin bon, on met ostéopathie et derrière le qualificatif, mais si vous voulez, c'est surtout pour avoir une approche du patient sportif, du patient bébé, du patient pour développer les compétences. Il n'y a pas de spécialisation en ostéopathie. On va être plus à même de soigner telle ou telle personne parce qu'on a développé nos connaissances et nos compétences dans tel domaine, mais il n'y a pas de spécialisation à proprement parler. Donc, voilà. Alors, 3e question, c'est Charles Le Célia, j'espère que je prononce bien, qui me dit « Alors moi en hiver, j'ai tendance à être toujours crispé. Y a-t-il des astuces pour parer à cela ?» Et alors j'ai fait un copier-coller mais j'ai pas tout mis, il m'a dit « Mis à part, bien m'habiller pour avoir chaud. » Donc bah ouais, déjà, je vais te le redire, mais déjà habille-toi bien l'hiver pour avoir chaud. Alors, bien s'habiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des couches, tu vois. Mettre des couches, mais pas mettre des couches pour mettre des couches. Je te parle de ça parce que j'ai habité 15 ans en Haute-Savoie. Tu vois, j'habite pas dans le sud depuis 2 ans. Ça va faire 12 ans et j'ai passé 15 ans en Haute-Savoie. Donc je peux te dire que pour ne pas avoir froid, il faut d'une part te couvrir les extrémités. Donc mettre des gants et un bonnet, c'est la base. De préférence, tu peux mettre un bonnet en laine et pas un bonnet en coton qui laisse passer le vent et le froid. Un bon gros bonnet bien épais qui tient chaud. Tu vois, du vrai bonnet, même un bonnet en polaire, ça marche. Des gants chauds. Et si tu peux mettre des couches dessous, donc un t-shirt, un gilet ou un pull, et par-dessus un anorak ou une parka, un truc chaud quoi. Donc déjà c'est la première chose. Et ensuite tu vas pouvoir, de par l'activité que tu vas faire, si jamais tu es souvent assis, que tu restes assis au bureau, qu'au bureau par exemple il n'y a pas beaucoup de chauffage, ou pire encore, enfin pire. Ou pire, si tu bosses dehors, forcément en plein hiver il fait super froid, ça va être de trouver des petites solutions pour te réchauffer. Donc des petits circuits de mobilisation pour venir simplement réchauffer un peu le corps. Et par exemple, si tu es au boulot, j'imagine qu'au boulot peut-être vous avez une machine à café, une machine à thé, bois-toi une boisson chaude, ça réconforte, ça réchauffe, ça va te permettre d'être un petit peu plus au chaud. Et puis enfin, dernière chose, est-ce que tu as des problèmes entre guillemets circulatoires ou pas? Et alimente-toi correctement parce que quand on s'alimente mal, tout le sang va être dirigé vers le système digestif. Si tu manges des repas qui sont trop lourds, si tu manges des repas qui sont en trop grosse quantité, le corps va privilégier la circulation du système digestif au détriment des autres parties du corps et donc forcément des extrémités. Donc tu vas avoir les mains et les pieds beaucoup plus froids. Donc alimente-toi correctement, de façon équilibrée et pas forcément en grosse quantité pour justement favoriser la bonne circulation du sang dans tout le corps. Voilà. Alors, 4e question, Azerox. Comment soulager un mal de coude? Alors c'est très vaste comme question. Allez, je vais le séparer en plusieurs catégories. Si c'est un mal de coude parce que voilà, vous faites toujours, dans votre boulot, vous faites toujours les mêmes gestes, les mêmes mouvements, possiblement, c'est pas forcément une tendinite, mais possiblement les muscles autour du coude vont être un petit peu tendus. Donc comment faire pour détendre ces muscles-là? Vous prenez la vidéo que j'ai faite sur le mal de dos, le mal d'épaule en utilisant la balle de tennis et vous répétez le même schéma, c'est-à-dire que vous allez masser tous les muscles autour du coude avec votre balle de tennis. Donc vous allez masser quels muscles? Vous allez masser les muscles qui sont au niveau du coude ici qui permettent de redresser le poignet, donc ça c'est les extenseurs. Vous allez masser les muscles qui permettent de fléchir le poignet, c'est les fléchisseurs au niveau de l'avant-bras. Vous allez
masser le biceps, vous allez masser le triceps. Donc biceps, c'est le muscle qui est devant au niveau du bras, le triceps, c'est le muscle qui est derrière. Tout ça pour détendre un peu toutes les tensions autour du coude. Ensuite, des fois, possiblement, les douleurs au niveau du coude peuvent venir des cervicales, donc des cervicales avec des tensions cervicales. Donc, circuit de mobilisation des cervicales, il y a la vidéo directement sur ma chaîne, vous avez qu'à aller la voir. Et oui, derrière des mobilisations articulaires, bougez le coude, n'hésitez pas à venir bouger le coude tranquillement, doucement, pour venir mobiliser. Et si malgré tout, après tout ça, il y a toujours douleur au coude, n'hésitez pas à consulter, quoi. N'hésitez pas. Alors, ensuite, 1, 2, 3, 4, cinquième question, Lolo la passionnée, petite question, j'ai été opéré il y a 2 ans d'un diastasis avec hernie ombilicale. Donc un diastasis, pour ceux qui ne savent pas, c'est au niveau des abdominaux, des grands droits, j'essaierai de vous mettre un schéma, je pense par là. Au niveau des grands droits, donc les tablettes de chocolat au milieu, ils sont séparés par ce qu'on appelle la ligne blanche. Et un diastasis, en fait, c'est une séparation en deux des abdominaux, donc on peut avoir ce qu'on appelle une hernie. Donc une hernie, c'est un bout d'intestin ou d'un autre organe qui va sortir par le trou qui s'est créé entre les abdominaux, et c'est ce qu'on appelle un diastasis. Toujours sportive, mais j'ai l'impression que mes abdos du haut ne reviennent pas. Que faire? Merci pour ta réponse. Alors Lolo la passionnée, je vais répondre en 2 fois parce que je n'arrive pas à saisir ce que tu me demandes. Est-ce que c'est visuellement que les abdos du haut n'arrivent pas à revenir, ou est-ce que c'est au niveau de la force? J'imagine que c'est visuellement, je suppose. C'est pas bien, mais je suppose. Donc pour que les abdos du haut reviennent visuellement, c'est malheureusement pas en faisant des abdos que tu vas pouvoir les récupérer. Déjà, les abdos, quand on a un diastasis, c'est vraiment pas recommandé. C'est plus des respirations hypopressives qui vont être recommandées pour travailler le transverse, parce que c'est le transverse qui va faire la gaine abdominale, c'est pas les grands droits. Et ensuite, visuellement, si tu veux voir tes abdominaux, c'est malheureusement pas, encore une fois, comme je te dis, en les faisant, mais c'est dans ton assiette que ça va se passer. C'est-à-dire que si tu n'as pas un régime que j'appellerais hypocalorique, enfin, pas hypocalorique, mais que tu sois pas, faut être en déficience calorique si tu veux. Pour perdre du gras, pour avoir les abdos, il faut être en déficience calorique pour maigrir en fait, quelque part. Donc si tu n'es pas en déficience calorique, si tu es en maintenance ou voire que tu manges plus de calories que ce que tu en dépenses, tu vas grossir ou tu vas garder en fait tes abdos non visibles. Donc si tu veux voir tes abdos, voilà, il faut que tu manges moins de calories que ce que tu en dépenses. C'est une balance énergétique si tu veux. Et là, tu verras tes abdos. Hop, 6e question, donc c'est Two Wings for Him, original comme pseudo, qui me demande comment se baisser pour ramasser quelque chose par terre quand on a mal au genou et au dos. Alors, ça fait suite, je crois, j'avais fait un article, il me semble, là-dessus, par rapport à la posture ou à la douleur. Enfin, que je regarde, je me souviens plus, mais enfin, quand on est mal au dos ou qu'on n'est pas mal au dos, ça ne change rien à la façon de se baisser, mis à part si c'est pour porter quelque chose de lourd. Si c'est pour porter quelque chose de lourd, évidemment, on ne se penche pas en avant pour mettre trop de pression dans le dos. On va se plier sur les genoux et on va garder le dos droit pour soulever quelque chose si c'est lourd. Si vous faites tomber un stylo par terre, vous n'allez pas vous pencher en avant pour ramasser le stylo comme si vous alliez porter, une caisse de 20 kg. Vous vous penchez naturellement par terre. Alors, s'il y a douleur, il faut déjà voir d'où vient cette douleur. Parce qu'avoir une douleur au dos qui vous empêche de vous pencher en avant, c'est pas normal. Voilà. Le corps est fait pour se pencher en avant. Vous n'aggraverez pas votre mal de dos en vous penchant en avant. C'est juste une histoire aussi de prise de confiance par rapport à son dos et de croyance qu'on va avoir par rapport à la douleur et toutes ces choses qu'on nous répète sans cesse. Alors là, si vous avez mal au dos, surtout ne vous penchez pas en avant, penchez-vous bien sur les genoux, etc., etc. Oubliez ça. Si vous vous penchez, si vous vous enraidissez en vous pliant sur les genoux pour ramasser quelque chose au sol, c'est un cercle vicieux, vous créez un cercle vicieux et ça va être de pire en pire. Donc il faut simplement petit à petit reprendre un petit peu confiance dans son dos, faire des exercices de respiration et faire les mouvements très doucement pour reprendre confiance et réaliser le mouvement sans que ça fasse mal. Parce que le dos,
d'une part, il est solide et d'autre part, il est fait pour le mouvement. Donc voilà, pour se pencher en avant, comme je vous ai dit, quand c'est lourd, on se penche sur les genoux, on prend le poids le plus proche possible de notre corps et on se redresse en poussant sur les jambes. Et quand c'est quelque chose de léger, vous pouvez vous pencher en avant pour le ramasser, il n'y a aucun problème. Et s'il y a douleur, je vous invite à aller faire un petit tour sur ma chaîne et à suivre les petits exercices que je vous donne pour justement toutes les douleurs que vous pouvez avoir au dos. Alors, j'ai Aude Tichamp, j'espère que je prononce bien, qui me dit « Bonjour, merci de nous permettre de proposer des sujets. J'aimerais en savoir plus sur la kiné viscérale. Merci beaucoup. » Alors, décidément, la kiné, je vais en parler beaucoup dans cette vidéo. Je ne suis pas kiné. Donc, la kiné viscérale, Aude, c'est pas spécifique à la kiné, il faut le savoir. Disons que les techniques viscérales, pour t'en parler un petit peu plus, le but, ça va pas être de replacer un organe. Les organes ne se déplacent pas, mis à part s'il y a une ptose, un prolapsus. Donc une ptose ou un prolapsus, c'est qu'en fait l'organe il est attaché à un endroit et son attache se relâche un petit peu, donc l'organe a tendance à tomber un petit peu vers le bas. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une ptose ou un prolapsus quand ça va sortir au niveau du vagin ou de l'anus. Mais mis à part ça, le but de l'ostéopathie viscérale, ça va pas être de replacer les organes, ça va être de venir stimuler certaines zones pour envoyer une information au niveau de la moelle épinière ou au niveau du cerveau pour soit relâcher une zone dans le dos, soit améliorer la fonction de l'organe. Donc on peut faire des techniques en projection du foie, en projection de tous les organes, parce qu'il faut savoir qu'on ne sera jamais précisément, même si on essaie d'être le plus précis possible à chaque fois, on ne sera jamais précisément uniquement sur un seul et même organe, parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'effet de Turgor au niveau du ventre qui fait que il n'y a pas de vide. Tous les organes font tout leur possible pour prendre le plus de place possible. Donc dès que vous touchez une zone, vous touchez inévitablement plusieurs organes. Donc le but, ça va être d'une part de réduire les tensions sur les intestins et sur les attaches de tous les organes, et d'autre part de venir stimuler l'organe, stimuler l'appareil nerveux de l'organe en projection de la peau pour améliorer la symptomatologie, donc que ce soit les troubles digestifs ou que ce soit des douleurs. Donc ça va être vraiment ça le but du travail viscéral. Donc il y a plusieurs techniques, comme toute approche en viscéral. Vous allez avoir des techniques d'écoute, vous allez avoir des techniques de mobilisation, vous allez avoir des techniques de pompage, vous allez avoir des techniques sur la partie vasculaire de l'organe. Donc c'est vraiment après propre aux problèmes qu'on va rencontrer et au thérapeute qui va choisir ses propres techniques. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors Yasmine Mine, comment relâcher le carré des lombes? Alors Yasmine, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite en fait sur comment soulager ces douleurs en bas du dos avec une balle de tennis. Donc tu vas dans la section exercice et tu verras, j'ai fait une vidéo, c'est avec une balle de tennis où je te montre à la fois comment le masser et comment l'étirer. Voilà. Alors j'ai Marcoc Che, je ne sais pas si ça se prononce bien. Quelle technique, méthode, ostéo, kiné ou autre pour retrouver une bonne posture sur le long terme et ne plus être en mauvaise posture, dos voûté, épaules, bassin dévié, qui entraîne des douleurs dans mon corps, dans tout le corps, pardon. Merci. Alors Marc Cocche, sache que la posture que tu as aujourd'hui est certainement la meilleure que tu puisses avoir. Parce que ton corps, il est quand même relativement intelligent, et il ne va pas te mettre une posture qui va trop te dégrader. Le but du corps, c'est d'aller à l'économie et au confort. Donc, dis-toi bien que la posture, il faut... c'est un peu à la mode, c'est très à la mode la posture en ce moment. La posture, il ne faut pas tout le temps l'incriminer. Si le corps a choisi de prendre telle ou telle posture, c'est parce que pour lui, c'est le plus confortable et le plus économique pour continuer à vivre. Donc, la posture n'est pas forcément responsable de tes douleurs. Sache-le, c'est déjà vraiment le premier point qui est vraiment hyper important. Tout n'est pas d'origine posturale. Il y a même il y a des soucis posturaux, je nie pas, mais disons qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aussi d'origine posturale et qui, à première vue, on pourrait se dire, ah ouais, effectivement, lui, il a une posture toute pourrie, il se tient en biais et compagnie, et pourtant il est pas mal. Il y a des gens qui ont des scolioses hyper importantes et qui n'ont pas mal au dos. Comme il y a des gens qui se tiennent complètement penchés en avant, voûtés et compagnie, et qui n'ont pas de douleur du tout. Donc ce n'est pas uniquement
la posture qui va être responsable des douleurs. Pour te répondre, cela dit, pour retrouver une bonne posture, notamment dos voûté, épaules et bassin déviés, ce qui va être intéressant, ça va être de stimuler toute la chaîne postérieure. Donc, j'ai pris un élastique, parce que évidemment, je savais que la question allait être posée. Et en fait, tu vois, alors j'espère, j'ai pas pris un très gros angle, tu prends l'élastique en fait entre tes deux mains, j'avais déjà montré l'exercice dans une de mes vidéos, tu prends un tout petit peu plus large que la largeur d'épaule, et en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer l'élastique en arrière, et tu vas resserrer les omoplates. Et tu reviens en contrôlant. Et tu fais la même chose, voilà, une vingtaine de fois, avec un élastique à faible résistance, mais il faut de la résistance quand même, parce que c'est la résistance qui va permettre de stimuler la zone dans le dos. Alors le but, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait de recréer, premièrement, un lien entre le cerveau et les muscles qui sont entre les omoplates, pour pouvoir justement garder un tonus un petit peu plus important dans cette zone-là, et ça va recentrer en fait un petit peu les épaules en arrière et sortir un peu la cage thoracique. Mais ne t'attends pas à avoir un changement non plus miraculeux, c'est des choses qui vont prendre du temps et c'est des choses dans lesquelles il faut être régulière. Donc je le rappelle, hein, bandes élastiques, vous en avez partout, hein, Decathlon, Internet. D'ailleurs j'aimerais conseiller pour ceux qui s'intéressent un petit peu justement à leur douleur, au sport et compagnie, d'aller visiter la chaîne de Christophe Cario. C'est un coach sportif qui est vraiment hyper intéressant, hyper compétent dans ce qu'il fait, et il touche notamment beaucoup aux soucis de santé, notamment des douleurs au dos et des étirements. C'est un ancien champion de karaté artistique. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube et son site internet. Il vend notamment des bandes élastiques, des rouleaux de massage, des cannes de massage, etc. Donc vous pouvez aller voir. En plus il me semble qu'il est de la région. Si je dis pas de bêtises, il est d'à côté de Montpellier. Hop, donc ça c'était pour cette question-là. Et enfin, dernière question, Jamila Kara. Merci Julien. Est-ce qu'une analyse sur les avantages et les inconvénients et les répercussions possibles sur le corps des différentes pratiques sportives les plus courantes est de votre ressort? Alors oui, pourquoi pas. Après, il faudrait me donner différents sports. Si vous voulez, moi je peux vous parler de la course à pied par exemple. La course à pied, contrairement à tout ce qu'on peut en dire, c'est un super sport. Vous êtes fait pour courir. Vous êtes fait pour courir. Ce qui vient un petit peu mettre le boxon, c'est que le corps va changer au fur et à mesure du temps et les contraintes de la course vont être différentes en fonction justement de l'état du corps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir courir d'une certaine manière à un certain âge et plus de cette manière-là à un autre âge. C'est pour ça qu'au fil de la vie, vous allez peut-être être amené à modifier un petit peu la foulée et notamment modifier également la récupération, la façon dont vous allez récupérer et vous échauffer pour courir en fait simplement. Alors oui, il y a tout le débat entre la foulée talon et la foulée avant-pied. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, c'est pas la foulée avant-pied est mieux que la foulée talon et patati patata. C'est juste qu'il faut bien relativiser le fait qu'il y a des gens qui vont courir très bien avec une foulée talon et d'autres qui vont courir très mal avec une foulée talon et qui auront besoin de modifier la foulée pour éviter d'avoir justement certaines pathologies comme des périostites, des tendinites et j'en passe et des meilleurs, quoi. Donc c'est à relativiser. Ce qui va être important dans la course, parce que c'est peut-être, je parle de la course à pied parce que c'est vraiment flagrant, c'est un des seuls sports où on vous parle quasiment jamais de technique. On ne vous parle pas de technique de course à pied, de foulée, de ce genre de choses. C'est un des seuls. Pourtant, quand vous commencez un sport, les trois quarts des sports, la première chose que vous commencez à faire, c'est de la technique. Et là, en course à pied, c'est absolument pas le cas. Et la technique, elle va être définie d'une part par votre mobilité que vous avez, d'autre part par un petit peu votre posture et les contraintes qui vont s'exercer en fonction de votre course. Donc ça, après, ça va être aussi à vous de ressentir comment vous courez, d'essayer les deux foulées. En tout cas, dans tous les cas, si jamais l'envie vous prend d'essayer de changer de foulée, notamment de passer d'une foulée talon à une foulée avant-pied, surtout si vous courez par exemple 10 km tous les 3 jours, ne faites pas 10 km en foulée avant-pied dès le départ. Déjà, vous n'y arriverez pas parce que ça va être hyper exigeant, parce que vous allez solliciter énormément votre système musculaire et vous prenez le risque derrière de vous blesser très rapidement, quoi. Donc il faut y aller vraiment de manière très progressive.
De quel sport je pourrais vous parler? Du foot, si vous voulez, on va parler du foot. Alors le foot, pareil, super sport, hein, super cardio, super bon pour le bas du corps. Alors, par contre, l'inconvénient voilà, du football, ça va être justement sur le rapport entre le bas du corps et le haut du corps. Le haut du corps en foot, mis à part sur les contacts, mais bon là c'est de l'absorption de choc, il y aura très peu de stimulation sur le haut du corps, donc ça peut créer un déséquilibre entre le haut et le bas, et le fait justement que le bas soit très puissant en football, et qu'on ait justement des prises d'appui qui soient des fois hyper puissantes dans les changements de direction, ça va faciliter l'apparition de pathologies sur les muscles qui vont stabiliser le bassin. Donc les adducteurs, beaucoup en football, et également les abducteurs, donc les muscles qui vont permettre de lever la jambe sur le côté. Il y a également les fléchisseurs qui vont être souvent très sollicités en foot, déjà rien que de par la course, puis de par la position, parfois un peu replié sur soi-même, et le fait de toujours shooter dans le ballon, les fléchisseurs vont être hyper sollicités. Donc en tant que footballeur, si vous devez faire quelque chose, ce serait de vraiment très bien vous étirer les fléchisseurs des hanches, donc notamment le psoas iliaque, les adducteurs et les abducteurs, surtout pas les oublier, parce que les fessiers, c'est les fessiers, hein, les abducteurs, les fessiers sont hyper importants en football et notamment dans la course. De quel autre sport je pourrais vous parler? Écoutez, donnez-moi des idées et puis on essaiera de voir ensemble, de parler un petit peu des inconvénients, des avantages de tel ou tel sport. Et voilà. Alors, pour conclure un petit peu sur le sport, bon, mis à part certains sports relativement violents, je vais dire un peu comme le rugby, où là effectivement si vous avez des petits soucis, des petites douleurs, c'est pas recommandé non plus, ou voilà, choses comme ça. Mais en soi, il n'y a pas de sport mauvais ou pas, mis à part dans certaines pathologies où effectivement il ne faut pas bouger et compagnie, mais le sport c'est quelque chose qui doit s'adapter aussi un petit peu à votre mode de vie, quoi. Donc mis à part que vous vouliez faire du sport en mode de vie, si jamais c'est pas votre objectif, il faut pouvoir adapter le sport à votre mode de vie. Donc c'est pas parce qu'on vous a dit que non tel sport, les choses se passaient pas comme ça, que vous pouvez pas les adapter à votre sauce. Le but justement c'est de faire votre sauce, hein. Il n'y a que vous qui saurez un petit peu ce qui va vous convenir intérieurement, comment vous allez vous sentir, quoi, hein. Donc il faut vraiment que vous choisissiez un sport déjà qui vous fait plaisir de pratiquer, parce que c'est pas parce qu'on a mal au dos qu'on est obligé d'arrêter la course à pied. C'est pas parce qu'on a mal au dos qu'on peut pas faire du crossfit. Je parle de ça parce que j'ai une patiente justement qui me disait qu'elle a une hernie discale, mais elle n'a pas de symptômes neurologiques, elle n'a rien du tout, elle a juste mal au dos. Mais il y a tout un contexte aussi autour. C'est pas que la hernie, c'est pas la hernie qui va lui faire mal au dos. Et pourtant, elle fait du crossfit et elle me dit mais quand je fais du crossfit, je me sens super bien, j'ai pas mal du tout, je me régale. Mais par contre, voilà, mon médecin, mon neurologue, peut-être, m'ont dit d'arrêter le crossfit. Ça s'adapte. On n'est pas obligé de lever des barres à 120 kg au-dessus de la tête en crossfit. Le but, c'est de se faire plaisir. Il y a quand même un aspect qui est aussi un peu santé fonctionnelle dans le crossfit. Donc évidemment, ça s'adapte. C'est pas parce que vous kiffez le crossfit que vous pouvez pas faire du crossfit parce que vous avez une douleur. Le tout, c'est de savoir durer. C'est de savoir s'entretenir, c'est de savoir récupérer, c'est de savoir s'entraîner intelligemment. Et ça, c'est aussi le rôle des coachs que vous allez avoir dans tous vos sports. Il faut qu'ils soient sensibilisés à cet aspect-là santé. Et je sais que c'est pas tous qui sont sensibilisés, mais c'est des choses que vous devez rechercher. Parce que le but, c'est certes de se faire un physique, de se faire plaisir et compagnie, mais c'est aussi de pouvoir durer dans le temps. Parce que c'est bien beau d'avoir des statistiques sur l'espérance de vie et compagnie, mais si vous avez une espérance de vie de 110 ans, mais qu'à partir de 60, vous êtes un légume avec toutes les pathologies possibles et imaginables, c'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir vieillir et de pouvoir continuer à pratiquer tous les sports et toutes les activités qu'on aime. Donc ça, c'est vraiment le plus gros du travail, quoi. Donc préservez-vous, entraînez-vous intelligemment et n'ayez pas peur de pratiquer tel ou tel sport, il suffit juste de l'adapter. Voilà.